Comme pour tant d'aspects de la technologie moderne, la définition est simple. À savoir, que la filtration est la séparation des particules d'un flux de fluide, qu'il soit un liquide ou un gaz. Le processus de séparation peut avoir deux résultats. Par exemple, lorsque les particules représentent une proportion significative du fluide, on l'appelle collecte de solide en vrac. Mais si les particules ne représentent qu'une très petite proportion, disons moins de 0,01% du total, alors le processus est appelé clarification du fluide. La séparation est une technique nécessaire et répandue, notamment dans la fabrication ou la préparation des aliments et des boissons. La production de peinture et de revêtements de surface, la brasserie de bière, et bien sûr, leurs services utilitaires et de soutien. L'opération est également vitale dans la fabrication pharmaceutique, et ce programme concerne la filtration dans le contexte des BPF, les bonnes pratiques de fabrication. Les règles qui régissent la fabrication de médicaments et d'autres produits utilisés pour la santé humaine ainsi que pour les soins vétérinaires. Dans les applications GMP, la filtration est essentielle pour contrôler la contamination par l'élimination des particules telles que les solides inertes et les micro-organismes viables comme les bactéries. Ce programme traite de la microséparation ou microfiltration, qui concerne l'élimination de très petites particules. Et souvenez-vous, les micro-organismes sont aussi des particules à partir de taille submicronique. Les particules submicroniques sont définies comme ayant un diamètre inférieur à 1 micron. C'est moins d'un millième de millimètre ou un 39 millionième de pouce, ce qui peut être illustré graphiquement comme le centième du diamètre d'un cheveu humain moyen. Ce programme vous donnera une compréhension complète de la technologie de filtration, mais en plus, il identifiera pourquoi il est important que lors de la spécification des critères de filtration, l'utilisateur doit être satisfait que les différentes descriptions et données du vendeur pour les équipements et les matériaux sont précisément celles nécessaires pour l'application prévue. Il existe 3 méthodes couramment utilisées pour réaliser une microséparation, en commençant par la force centrifuge, une méthode relativement grossière adaptée aux particules plus grandes, généralement supérieures à 1 micron de taille. Le principe d'une centrifugeuse est que les particules solides ou liquides de différentes densités sont mises en rotation dans un tube à grande vitesse en cercle horizontal. Les particules les plus denses ont tendance à se déplacer ou à se séparer le long de la longueur du tube vers l'extrémité interne, déplaçant ainsi les particules plus légères vers l'autre extrémité. La deuxième méthode est appelée de diverses manières la filtration tangentielle ou à flux croisé, parfois désignée comme la filtration une entrée-deux-sorties, et c'est la méthode de prédilection pour la séparation des plus petites particules de taille submicronique généralement utilisée pour l'ultrafiltration lors de la concentration de liquide. La solution d'alimentation circule et lorsqu'elle passe à travers le boîtier du filtre, seule une proportion passe à travers le milieu du filtre tandis que le reste retourne au réservoir d'alimentation, d'où la description en deux sorts. Avec cette méthode, le filtre est généralement fourni complet avec tuyauterie et commande en tant que partie intégrale d'un système de processus. La filtration tangentielle est fréquemment utilisée pour séparer et recueillir des particules, par exemple, les cellules cultivées lors de la fermentation. L'avantage de la filtration à flux croisé est que le filtre a moins de chances de se boucher car la plupart des particules séparées restent dans le flux de fluide et retournent via le réservoir d'alimentation pour une nouvelle circulation et élimination. Nous allons cependant nous concentrer sur la troisième et la plus courante forme de micro-séparation, la filtration sur cartouche, qui est décrite de différentes manières comme un flux traversant, une impasse, ou parfois de manière plus descriptive, une filtration à une entrée et une sortie. À la fin, vous aurez une connaissance de base de comment et pourquoi les filtres fonctionnent, les différents types, leur construction, comment ils sont évalués, et leurs caractéristiques opérationnelles. De plus, vous aurez une compréhension de la validation et des tests d'intégrité des filtres, les moyens non destructifs pour vérifier qu'ils ont effectué une spécification. D'ailleurs, lors de la recherche pour ce programme, il est devenu clair qu'à l'échelle mondiale, souvent en raison de la terminologie des vendeurs, des termes différents sont utilisés pour décrire les mêmes composants ou processus.
Pour simplifier, nous présentons certaines de ces différentes descriptions après lesquelles nous utiliserons un seul terme tout au long du programme. La plupart des gens, lorsqu'on leur demande de décrire comment fonctionne un filtre, imaginent quelque chose comme ça. Un grillage en fil tissé avec des pores uniformes et très peu d'épaisseur ou de profondeur. Il existe en fait 4 mécanismes qui séparent les solides en suspension des fluides et cette méthode de type Tami appelée interception directe est facilement compréhensible. Les autres méthodes d'adsorption sont l'impact inertiel, l'interception diffusionnelle, et la charge de surface ou le potentiel zeta. L'importance relative de chacun de ceux-ci pour l'élimination des particules varie en fonction du type de filtre et de son utilisation, ce qui est évidemment lié au fluide hôte et aux particules qu'il contient lorsqu'il passe à travers le milieu perméable du filtre. Le terme donné aux matériaux avec des trous ou des pores interconnectés qui permettent le passage des fluides. En réalité, le milieu filtrant n'est pas constitué d'une simple couche de matériaux poreux minces, mais est une structure tridimensionnelle qui définit les pores à travers lesquels le fluide passe. Lorsque nous examinons les mécanismes en détail, nous voyons que si les particules dans le fluide sont plus grandes que les pores, alors elles seront éliminées par interception directe. Il est remarquable qu'un volume significatif de particules ayant des diamètres réellement plus petits que les pores du milieu sera également collecté et plusieurs facteurs contribuent à ce phénomène. Le premier point est que les particules qui semblent très petites d'un point de vue peuvent être irrégulières en forme et peuvent combler une ouverture à leur autre dimension. Cet effet de pontage peut également se produire si 2 particules ou plus atteignent le pore en même temps, tout comme 2 personnes essayant de passer par la même porte. De plus, une fois qu'une particule a été arrêtée par un pore, ce pore est partiellement bloqué ou occlus. En conséquence, il peut séparer de plus petites particules du flux de fluide. L'interception directe peut également avoir lieu lorsque les pores à travers l'épaisseur du milieu filtrant sont de taille variable, créant ainsi un chemin d'écoulement tortueux. En règle générale, l'interception directe est tout aussi efficace pour l'élimination des particules à la fois des liquides et des gaz. Un autre mécanisme d'élimination, l'impact inertiel, se produit parce que les particules dans un flux de fluide ont une masse et une vitesse et donc de l'élan. Ainsi, lorsqu'un fluide et les particules qu'il transporte passent à travers le milieu de filtration, le fluide prendra la ligne de moindre résistance de sorte que celles situées au centre ou près de la ligne de flux frappent ou impactent sur la fibre sont adsorbées et donc séparées. En général, ce sont les particules plus grandes qui dévient des lignes de flux et l'effet est moins marqué lorsqu'il y a des densités différentielles très petites entre le fluide porteur et une charge particulière. L'impact inertiel peut se produire lors de la filtration des liquides, mais il est beaucoup plus efficace avec les gaz. Le troisième mécanisme de séparation dépend de l'action de la charge de surface ou du potentiel zeta. Ce mécanisme de capture fonctionne sur le principe que la plupart des particules portent une charge négative, tandis que certains médias filtrants peuvent être disposés pour porter une charge positive afin de les attirer. La capacité d'un filtre à capturer des particules peut être améliorée en valorisant cette caractéristique, de sorte que lorsque le liquide le traverse, même les particules les plus fines sont récupérées, ce qui ne serait pas le cas pour ce type de filtre. L'interception fusionnelle est un mécanisme qui s'applique à des particules extrêmement petites de très peu de masse. Dans ce processus, les particules entrent fréquemment en collision avec les molécules de fluide. Ce mouvement, appelé mouvement brownien, les fait se déplacer de manière aléatoire et dévier des lignes de flux du fluide, en conséquence de quoi ils sont susceptibles de frapper une surface de fibre, d'être adsorbés et séparés. Il convient de noter que l'interception par diffusion ne joue qu'un rôle mineur, le cas échéant, dans la filtration des liquides, mais constitue un mécanisme important dans la filtration des gaz. Donc, ce sont les mécanismes par lesquels les particules sont séparées d'un flux de fluide. Cependant, il existe des circonstances où ceux qui ont été collectés peuvent être libérés et passés en aval, dont l'une est connue sous le nom de condition d'impulsion.
Regardons un filtre simple qui a recueilli des particules à un débit de liquide lent mais constant. Si le débit est considérablement augmenté, alors certaines de ces particules seront libérées ou déchargées en aval. Même avec une augmentation progressive du débit, le déchargement de particules peut se produire lorsque la structure du milieu filtrant est instable et permet à des dimensions médiocres de changer. Une performance de filtre inadéquate se produit également lorsque le média de filtre souffre de migration de média ou de descamation. Le terme utilisé pour décrire un milieu de filtration instable qui se décompose et passe en aval, créant ainsi des contaminants plutôt que de les éliminer. De plus, certains filtres souffrent d'une condition appelée canalisation qui se produit lorsque le milieu de filtration subit des parcours de flux trop grands qui contournent l'un des mécanismes de filtration pour séparer les solides du flux. En particulier, le canalisation se produit lorsque le médium de filtrage est mal lié aux parties solides de la cage de la cartouche. Il peut être difficile de séparer de très petites particules des liquides. Cependant, il est possible d'améliorer les performances des filtres grâce à une technique appelée la flocculation, qui consiste simplement à les rassembler en masse plus importante. Ceci est réalisé par l'ajout de polyélectrolytes ou de longues molécules en chaîne avec de nombreux points ioniques chargés positivement et négativement le long de la longueur de la chaîne. En pratique, cela implique d'ajouter soit des amidons solubles, des gélatines, soit des polyacrylates au liquide car ceux-ci se fixent aux nombreuses particules de charge opposées dans le liquide, provoquant leur agglomération et augmentant ainsi leur taux d'élimination. De toute évidence, cela ne peut être utilisé que lorsque le polyélectrolyte est compatible avec le produit en cours de filtration. Donc, pour résumer les principes de la filtration, rappelez-vous que l'interception directe est la méthode de séparation la plus efficace et est la méthode de choix pour la filtration des liquides. L'impact inertiel est applicable à la fois au liquide et au gaz, tandis que l'interception par diffusion n'est utilisée que pour la filtration des gaz. Sous certaines limitations, le potentiel zeta ou la charge de surface peut augmenter significativement la séparation. Il est rare que les particules se déchargent et passent en aval lorsque le filtre est conçu, fabriqué et installé correctement. De toute évidence, il est conseillé d'utiliser un milieu de filtration dans lequel les pores ne s'agrandiront pas sous pression, et un dans lequel, dans des conditions normales, pratiquement toutes les particules sont collectées dans les 20% premiers environ de la profondeur du filtre. La capacité des filtres à séparer et donc à éliminer les particules minuscules et les micro-organismes est un processus essentiel à la qualité et à la sécurité du produit final. Il est évident que pour de tels filtres, leurs spécifications, leur conception et la qualité de construction doivent répondre au plus haut standard possible. Un filtre est jugé sur le fait de savoir s'il répond aux revendications de performance de son fabricant ou, plus simplement, est-ce qu'il arrête ce qu'ils disent qu'il arrêtera ? Jetons un coup d'œil aux critères sur lesquels les fabricants se sont basés, en commençant par la note du filtre. Les filtres sont disponibles avec peut-être 100, sinon des milliers, de différents matériaux de médias en différentes tailles et pour une galaxie d'applications pour les liquides et les gaz. Historiquement, cependant, le pouvoir d'arrêt des particules de tous ces éléments est classé de seulement deux manières. Ils sont classés soit comme des filtres nominaux ou absolus. Bien qu'il convienne de souligner que le terme absolu est une pratique courante plutôt qu'une véritable description de leur performance. En général, les deux types utilisent des cartouches remplaçables, principalement jetables, placées dans des boîtiers, qui, en fonction de l'application, sont fabriqués soit en plastique, soit en métaux tels que l'acier inoxydable. Ces derniers sont installés en ligne dans la tuyauterie du processus. Et que ce soit évalué en nominal ou en absolu, la solution d'alimentation entre dans le boîtier et passe de l'extérieur de la cartouche de filtre à travers le milieu de filtration vers le noyau interne. Avec la plupart des filtres, le haut de la cartouche est fermé afin que le filtrat, la solution clarifiée, continue dans le système à partir de l'extrémité inférieure ouverte. Les filtres nominaux et absolus sont évalués par différentes méthodes.
la notation des filtres nominaux a été définie par la National Fluid Power Association comme une valeur arbitraire en microns attribuée par le fabricant du filtre, basée sur l'élimination d'un certain pourcentage de toutes les particules d'une taille donnée ou plus grande et rarement reproductible. Parmi les nombreuses méthodes de test pour prouver la performance repose sur un défi de contaminants influx en amont du filtre et une analyse subséquente en aval en pesant les contaminants dans les flux. Cette notation nominale du filtre signifie que peut-être 98% en poids du contaminant au-dessus de la taille spécifiée a été éliminé, ce qui laisse encore 2% en poids en aval du filtre. Des problèmes peuvent survenir lorsque la séparation de 98% en poids est obtenue en utilisant un contaminant spécifique à une concentration et un débit donné, de sorte que si l'une des conditions de test varie, et encore moins pendant la production, alors le test ne sera pas reproductible. De plus, les 2% de contaminants qui passent à travers le filtre ne sont pas définis par le test. Il est possible qu'un filtre avec une cote nominale de, disons, 10 microns laisse passer des particules en aval allant de 30 à plus de 100 microns. Bien sûr, si le filtre n'est noté qu'à 90 ou même à 95% d'efficacité, alors les résultats seront encore moins satisfaisants. En revanche, pour avoir une note absolue, le filtre doit être soumis à des critères de test rigoureux et reproductibles, généralement en mesurant sa capacité à séparer et retenir des particules et des micro-organismes de taille connue. En d'autres termes, la mesure est basée sur la taille réelle des particules qui seront séparées par le milieu filtrant, et nous démontrerons le test plus tard dans ce programme. Alors, quelle est la différence entre les filtres nominaux et absolus? En grande partie, c'est parce que les supports sont constitués de différents matériaux et, généralement, la cartouche nominale sera construite à partir de matériaux à taille de port non fixe, tandis que le filtre absolu sera fabriqué à partir de matériaux à taille de port fixe. Fondamentalement, le média filtrant devrait être intrinsèquement stable. Alors, au pire, réduisant et au mieux éliminant le risque de déchargement, de migration des médias, ou de canalisation. Examinons en détail les médias filtrants en commençant par le filtre à notation nominale, qui tend à être fabriqué à partir de feutres, de fils tissés, de fibres de verre peu compactes, ou même des plaques d'amiante ont été utilisées. Ces matériaux créent des médias filtrants à port non fixe et dépendent principalement de l'impact inertiel ou de l'interception diffusionnelle pour maintenir les particules à l'intérieur de leurs structures internes. Par leur nature, les pores de ces structures ont tendance à se flexionner et à s'agrandir lorsque la pression augmente, et la pression pourrait bien être entre 3 et 4 bars. C'est 45 à 60 livres sterling par pouce carré. Ils sont généralement instables, ont tendance à perdre des fibres ou des particules, et peuvent présenter des problèmes d'étanchéité. En comparaison, les filtres à cote absolue ont un milieu à taille de port fixe et sont généralement décrits comme étant soit des filtres à membrane, soit des filtres en profondeur. Cependant, si nous examinons la structure d'une cartouche de filtre à membrane, nous pouvons voir que la différence physique entre la membrane et la profondeur devient un peu floue. C'est parce que, même si une membrane est une feuille de matériau perméable, elle a une profondeur d'environ 150 microns, ce qui, comparé à une particule ou à une bactérie de, disons, 0,4 microns de diamètre, est plusieurs centaines de fois plus épais. Donc en réalité, les termes membrane et profondeur peuvent être purement relatifs. Cartouche de filtre à membrane. Composée du noyau central, qui doit résister à la déformation sous pression. Le milieu filtrant. Chape de masquage ou bac pour aider à la localisation dans le boîtier, une cage extérieure solide avec une couture latérale parfaitement étanche, et le fond équipé de joints toriques pour une intégrité d'étanchéité. Le milieu de filtration est plissé et souvent fabriqué à partir d'une ou plusieurs couches de membrane entrelacées les unes avec les autres, appelées couches de drainage. Leur objectif est de minimiser les zones de filtration perdues au niveau des plis pour piéger les particules plus grandes, aider le flux de liquide et augmenter la résistance. Le milieu plissé est soudé au capuchon supérieur et inférieur pour empêcher le chenalage. L'autre forme de filtre absolu semble plus substantielle et est fabriquée,
par exemple, en pulvérisant du polymère fondu sur un mandrin central tout en permettant au matériau de se solidifier de telle sorte qu'il forme un milieu à pores fixes entrelacés et contrôlés. Idéalement, un tel milieu filtrant serait construit de manière à ce que la taille des pores dans ces secteurs extérieurs soit relativement grande pour agir en tant que préfiltre intégral, tandis que ceux situés près du centre diminueraient en taille pour garantir la rétention des plus petites particules, ce qui nous amène de façon appropriée au facteur de conception qui détermine vraiment comment le filtre va performer, le volume vide, qui décrit les zones ouvertes ou les pores du milieu parse. En principe, le milieu avec le plus grand volume vide, c'est-à-dire le plus de pores pour un espace donné, donnera les meilleures performances. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, les filtres absolus ont des pores fixes pour offrir les meilleures caractéristiques de débit et de performance à la pression la plus basse possible. Le nombre de pores, en supposant une taille de pore constante, est directement lié à l'épaisseur de la paroi du pore, que ce soit des fibres ou des membranes qui composent le milieu de filtration. Alors que le diamètre de la paroi des pores diminue, le volume vide augmente et sépare assez évidemment plus de particules pour un espace donné. Répétons cela. En principe, les grands volumes de vide sont préférables, mais pour que cela soit valide, la taille des pores doit rester fixe. Cela signifie que les fibres plus minces qui les entourent doivent conserver leur force et leur forme, ce qui nous ramène au filtre de profondeur idéal que nous avons vu quelques instants plus tôt avec les pores qui réduisent en taille vers le centre parce qu'en plus d'être une grande réalisation technique, pour être vraiment efficace, il devrait y avoir un grand volume de vide à travers le filtre. Mettez le volume vide en perspective. Examinons deux filtres absolus apparemment similaires avec la même notation, mais avec des volumes vides différents. Le filtre de droite a environ 25% de son volume occupé par son contenu structurel, un volume vide de 75%. Mais seulement 15% du volume total du filtre de la main gauche est occupé par la structure, laissant un volume vide de 85%. De toute évidence, son volume vide est supérieur de plus d'1 sixième. Cependant, l'important c'est qu'il permettra de faire passer presque 3 fois le volume de fluide à travers lui en un temps donné à une pression plus basse, augmentant ainsi sa durée de vie, ce qui se traduit par une réduction assez considérable des coûts d'exploitation. Donc, en principe et toutes choses étant égales par ailleurs, le volume vide est un aspect très important de la conception et de la construction des filtres. Nous avons parlé des filtres classés nominalement et de leur qualité généralement inférieure en termes de matériaux et de construction, ainsi que des principes de filtration par membrane et de filtration en profondeur. La gamme de supports de filtrage disponibles est vaste pour répondre à la multiplicité des applications industrielles, y compris les aciers inoxydables tissés qui fonctionnent à des températures très élevées ou offrent une résistance à la corrosion lors de la filtration de solutions toxiques. Mais à part ces applications particulières, les supports de filtration nécessitent également des caractéristiques spécifiques supplémentaires, telles que des charges positives ou négatives pour créer la filtration de charges zeta que nous avons vu plus tôt. Les médias filtrants sont souvent décrits comme étant hydrophiles, ce qui signifie qu'ils aiment ou attirent l'eau, comme l'éponge dans votre cuisine, ou alternativement être hydrophobes, ce qui signifie qu'ils détestent ou repoussent l'eau, comme de l'eau sur la surface d'une voiture fraîchement cirée. Ces caractéristiques sont des aspects importants lors de l'utilisation de filtres appropriés à la fois pour les liquides et les gaz. En plus de cela, ils fournissent également la base pour les tests de performance, que nous allons examiner sous peu. Jusqu'à présent, nous avons examiné les mécanismes de pourquoi et comment les microfiltres fonctionnent, ainsi que leur conception et construction. Examinons maintenant les implications pratiques pour les différentes tâches qu'ils doivent accomplir dans un environnement de processus de production réglementé par les BPF. Les filtres sont largement utilisés pour séparer les contaminants des approvisionnements de services, comme l'eau, l'air comprimé et d'autres gaz, et la séparation est utilisée comme une partie essentielle du traitement des produits, comme les produits biologiques que nous avons vus plus tôt, les mélanges pour la toux ou les crèmes et onguents, ainsi que pour les articles de toilette. En particulier, ils sont utilisés de nombreuses façons lors du traitement stérile ou aseptique des médicaments parentéraux où l'exigence est la séparation au plus haut standard possible, y compris la filtration stérile,
qui signifie l'absence, donc l'élimination, d'organismes microscopiques viables, c'est-à-dire vivants. Dans tous les cas, répétons-le encore, l'équipement de filtration et les supports doivent être corrects pour l'application et tout aussi important, ils doivent être fiables. Nous avons filmé une expérience pour illustrer les variations de performance des filtres et avons mis en place un banc d'essai pour confronter deux types différents de filtres à une tâche identique. Deux filtres semblables ont été sélectionnés, tous deux classés à 10 microns et des tranches de 25 mm ont été coupées de chacun. Une solution d'alimentation de poussière d'oxyde de fer a été utilisée comme matériau difficile à traiter, réparti uniformément dans l'eau et choisi car ces particules sont généralement de 10 microns ou plus. Chaque tranche de milieu filtrant a été montée dans un boîtier de filtre en acrylique spécialement conçu et ici avec l'échantillon A, nous pouvons clairement voir que les particules se dispersent rapidement à travers le milieu filtrant et se déchargent en aval pour continuer à contaminer le filtre A. Ce déchargement a été causé par le canalisage. Les performances du filtre B étaient différentes, et le contaminant était clairement retenu dans le secteur externe de la cartouche, laissant la partie centrale libre de toute contamination. Le filtre A montre peu de signes visibles du passage du contaminant en aval du filtre. Ce que vous venez de voir est en fait une démonstration des différentes performances à attendre d'un filtre à cote nominale de 10 microns, filtre A et filtre B, qui est un filtre à cote absolue de 10 microns, ce qui souligne la nécessité de spécifier la cote appropriée lors de la commande de filtre. En plus de fournir un bon exemple de déchargement, ce test introduit également le sujet de la pression différentielle, qui est un aspect fondamental de la filtration car tout fluide passe à travers ou même par contribue à la résistance au flux de ce fluide de manière cumulative. Ces pertes de pression dues au flux à travers les tuyaux d'un système combiné à la perte de pression à travers l'ensemble du filtre produisent une résistance. La résistance à l'écoulement à travers un filtre propre est causée par une combinaison du boîtier du filtre, du matériel de la cartouche, et du milieu de filtration lui-même, dans lequel, pour un fluide d'une viscosité donnée, plus les pores ou les passages sont petits, plus la résistance à l'écoulement sera grande. Le résultat est que lorsqu'un fluide rencontre un filtre, il crée une résistance. Le résultat sera une baisse de pression en aval de ce filtre. La mesure de cette chute de pression à travers le filtre est appelée pression différentielle et est généralement représentée par ce symbole ΔP. Ainsi, pour toute fin pratique, les termes pression différentielle et chute de pression désignent la même chose. La pertinence de ceci est qu'à débit constant, plus la résistance au flux offerte par un milieu filtrant est grande, plus la pression différentielle sera importante. Il est essentiellement important de noter que la résistance à l'écoulement augmente lorsqu'un filtre est utilisé car lorsqu'il fait son travail et sépare les particules du fluide d'alimentation, elles bloqueront partiellement les pores, augmentant ainsi la résistance à l'écoulement et, bien sûr, augmentant la pression différentielle. C'est une raison pour laquelle les filtres devraient avoir des manomètres installés à la fois en amont et en aval de chaque ensemble de filtres pour enregistrer les changements de pression différentielle en tant qu'indicateur de la charge et donc de l'espérance de vie du matériau filtrant. L'importance de ceci a des impacts à la fois sur la performance du filtre et sur l'économie. Par exemple, dans l'expérience que nous avons menée plus tôt en service en utilisant le filtre A, la différence de pression aurait été négligeable car le milieu du filtre a laissé passer des volumes significatifs de particules dans le produit fini. À première vue, surveiller la différence de pression pourrait donner la fausse impression que le filtre fonctionne avec beaucoup de capacité en réserve. C'est jusqu'à ce que l'analyse ou, pire, la mise en service révèle le niveau de contamination. D'un autre côté, surveiller la baisse de pression sur le filtre B révélerait que le filtre a fonctionné selon les normes et a retenu une grande partie de la contamination dans ses couches externes, avec le secteur interne presque propre qui contrôle la contamination. L'économie d'une filtration défectueuse ou inadéquate est, premièrement, le gaspillage potentiel et ou le coût de réajustement pour corriger le produit contaminé pour les processus ultérieurs ou pire encore, pour mettre de tels produits sur le marché. D'autres, tout aussi évidents, sont les coûts engendrés par le remplacement prématuré à travers la sélection de filtres inappropriés, mal installés ou mal utilisés, ce qui souligne la nécessité de procédures validées et l'importance pour les opérateurs de s'y conformer.
Il est donc important de s'assurer que les filtres utilisés sont réellement assez grands. Et par suffisamment grands, nous entendons qu'ils ont une surface adéquate et, par conséquent, la capacité de faire le travail spécifique. De ce que nous avons vu, on peut comprendre que la capacité de rétention d'un filtre et le différentiel de pression font partie de la même discussion. Et sans entrer trop profondément dans les calculs, il est facile de voir que plus la surface est grande, plus la capacité de rétention sera importante. En fait, en règle générale, doubler la surface du filtre ne double pas simplement sa capacité d'élimination de la saleté, mais ajoutera plus probablement de 3 à 4 fois la capacité. Bien sûr, il existe presque toujours des alternatives pour répondre aux exigences données, et augmenter la surface de filtration peut être réalisé simplement en plaçant plus de filtres dans un boîtier ou en les étendant en parallèle, ce qui explique pourquoi les éléments de filtrage en membrane plissée sont très favorables comparés à leurs homologues en forme de bûche. Afin de servir leurs clients qui développent des technologies, les fabricants de filtres ont dû s'adapter à leurs besoins. En résultat, la technologie du filtre lui-même est en continuel développement, comme le prouve l'introduction des filtres à profondeur plissée. En tenant compte de ce que nous venons de voir, les performances et l'avantage économique de ce type de filtre en termes de surface et de volume ou de capacité sont clairement visibles et améliorés grâce à un petit ajustement comme l'inclinaison légère des plis vers un côté. Les problématiques de performance et d'économie des filtres reposent évidemment sur leur capacité à séparer les solides d'un fluide. Tout aussi important est la question du volume de cette séparation qu'ils peuvent réaliser entre le remplacement et le volume efficace qu'ils peuvent éliminer sur une période de temps donnée. L'économie repose sur la valeur globale suggérée par cette équation, à savoir le coût pour un volume donné de produits filtrés. Explorons davantage les propriétés des supports de filtration. Les membranes peuvent être soit hydrophiles, aimant l'eau, soit hydrophobes, détestant l'eau. La plupart des membranes de filtration de liquide submicronique sont hydrophiles. Nous pouvons comprendre pourquoi à partir de cette expérience où, lorsque nous essayons de filtrer l'eau avec une membrane hydrophobe, aucun flux n'est observé même en appliquant une pression significative, comme l'eau qui coule sur le dos d'un canard et pendant que vous restez au sec dans une tente. Les forces hydrophobes peuvent être très fortes, c'est pourquoi un milieu de filtration hydrophile est nécessaire pour obtenir un écoulement de liquide. C'est complètement différent pour la filtration de gaz submicronique car les membranes hydrophiles se mouillent, ce qui signifie que l'eau crée une relation intime avec le milieu filtrant, formant une barrière à l'écoulement du gaz même à des pressions significatives. Alors, pour maintenir des débits acceptables pour la filtration du gaz, nous utilisons des filtres hydrophobes dans des conditions humides ou sèches. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la production de produits stériles est une application critique pour les filtres. Le besoin que le milieu de filtration soit stérile à la livraison au client ou qu'il soit stérilisé dans le cadre du processus de production nécessite que le milieu de filtration, en plus de ses caractéristiques de filtration, soit également capable d'être stérilisé. Lorsque des filtres pré-stérilisés sont requis par le fabricant, cela est souvent effectué en utilisant l'irradiation gamma, dûment validée. Les filtres sont presque toujours spécifiés par l'utilisateur pour leur capacité de suppression, principalement définie comme nous l'avons vu précédemment par leur indice de performance exprimé en microns. Nous avons également démontré d'autres propriétés et caractéristiques, y compris l'absence de déchargement, l'absence de canalisation, ainsi que des médias hydrophiles ou hydrophobes et des médias chargés électrostatiquement. D'autres caractéristiques dépendent des applications spécifiques, par exemple, la capacité à résister à la stérilisation. Donc, en plus de la note d'élimination, l'utilisateur doit être assuré que le filtre respecte effectivement les revendications de spécification du fabricant dans ces autres domaines appropriés. Il incombe au fabricant de fournir des preuves et des données de soutien documentées par la validation des produits. Comme pour de nombreux produits conformes au BPF, les techniques utilisées pour tester le produit final afin de les valider nécessitent le plus souvent sa destruction, et les filtres ne font pas exception. Lorsqu'il s'agit de filtration stérile et de traitement aseptique,
il est essentiel que l'utilisateur ait la capacité, au moment de la production, de fournir l'assurance que le filtre répond à ces critères de performance validés. Cela nécessite le test d'intégrité efficace mais non destructif de chaque filtre avant et après utilisation. La validation des filtres et les tests d'intégrité sont des sujets importants à couvrir en détail dans un programme de formation MBI distinct. Cependant, pour donner une vue d'ensemble, nous allons prendre quelques instants maintenant pour expliquer les différents tests. Il y a deux questions majeures concernant la performance d'un milieu de filtration lié à la GMP. Quelle taille de particules arrête-t-il ou, alternativement, laisse-t-il passer? Et particulièrement pour les applications stériles, quelle est sa capacité à stopper les micro-organismes, plus souvent décrits comme une réduction bactérienne? Le test original pour déterminer la cote absolue d'un milieu filtrant est appelé le test de défi des perles de verre dans lequel une suspension de perles miniatures dans une plage de taille connue passe à travers le filtre. L'utilisation de billes de verre sphériques les rend faciles à différencier de toute contamination générée lors du test. Toutes les perles qui émergent sont recueillies sur une membrane d'analyse et examinées au microscope pour déterminer la taille de la plus grande, ce qui établit la notation absolue du filtre. Aujourd'hui, un test de défi plus courant pour l'efficacité du filtre établit ce qu'on appelle des valeurs de rapport bêta. Dans ce cas, le filtre est mis à l'épreuve par une solution contenant de la poussière très fine de dimension connue et en utilisant des compteurs de particules en ligne avant et après le filtre pour compter ce qu'il a traversé. Le compte résiduel ou efflux est divisé en compte d'influx ou de défi et le calcul résultant est décrit comme la valeur bêta et exprimé comme l'efficacité de retrait du filtre. Les valeurs bêta sont utiles car elles permettent une comparaison significative de l'efficacité d'élimination des différentes cartouches de filtre à différentes tailles de particules. Le test pour déterminer l'efficacité des filtres à air ou à gaz est similaire en concept car le filtre est mis à l'épreuve avec un aérosol de particules de taille et de concentration connues, comme des vitesses de latex ou des gouttelettes d'huile minérale dispersées dans l'air, et le volume de matière mise à l'épreuve passée en aval dans les flux à travers le filtre est utilisé pour calculer l'efficacité. Le test pour déterminer l'efficacité des filtres de qualité stérile suit exactement le même principe, à l'exception que le matériau de défi est une concentration de micro-organismes aux caractéristiques connues. L'évaluation de l'efficacité pour l'élimination des bactéries est appelée réduction du serrage comme un moyen pratique de gérer les très grands nombres impliqués lors de la discussion de ce type de filtre. Par exemple, si nous utilisons des pourcentages, alors chaque organisme individuel passé sur 10 000 serait exprimé comme une efficacité de 99,99%. Et un organisme sur 10 millions représente 99,999% d'efficacité. Donc, pour une compréhension plus facile, on le décrit comme une réduction plus serrée. C'est un ratio calculé en divisant le nombre d'organismes qui mettent au défi le filtre, en termes simples, les organismes qui entrent, par les organismes restants dans les flux, ou les organismes sortants. Comme exemple de réduction plus sévère, si la concentration du défi est de 10 à la 12e puissance, et que le filtre a tout éliminé, ne laissant qu'un efflux de 0. Et cela sera décrit comme un rapport de réduction plus serré supérieur à 10 à 12 et est montré comme ceci. Ou parfois comme la valeur de réduction logarithmique est montrée comme ceci. Ces tests pour les données de validation sont décrits comme destructeurs car un élément de filtre qui a été soumis à de tels défis est contaminé et ne pourrait pas être mis en service. Comme nous l'avons vu précédemment, un test d'intégrité non destructif à effectuer immédiatement avant et après l'utilisation est nécessaire pour confirmer l'efficacité réelle d'un filtre par rapport aux données validées fournies par son fabricant. En fait, il y en a deux, le test du point de bulle et le test de diffusion, parfois appelé le test de flux avant. D'abord, le test du point de bulle. Il repose sur la tension superficielle, le phénomène par lequel les forces de cohésion intermoléculaire d'un liquide sont visibles dans un contenant trop rempli, ou la capacité d'une aiguille à flotter à la surface. La pression de l'air qui parviendra tout juste à faire passer un liquide à travers les plus gros pores est appelée la pression du point de bulle. Plus la pore est petite, plus la pression du point de bulle est élevée. Et à partir de cela,
Les caractéristiques de la taille des pores du filtre peuvent être déterminées. Au cours du développement de filtres à cartouches de stérilisation de grande surface, on a noté la faible corrélation entre les valeurs du point de bulle et les capacités de réduction bactérienne des filtres. Cela a conduit à la création d'un nouveau test d'intégrité non destructif. De plus, il a été reconnu que le test du point de bulle nécessitait un certain jugement de l'opérateur, alors qu'une procédure entièrement automatique éliminerait cette variable. La recherche a montré qu'à des pressions de test bien en dessous du point de bulle connu du milieu, un flux d'air significatif pouvait être détecté, même si tous les pores du filtre étaient remplis d'eau. C'était ce phénomène où l'air pénètre dans les pores du filtre à l'interface air-liquide, puis voyage à travers le liquide sous forme moléculaire avant de quitter les pores en aval qui a fourni la solution, et a été appelé flux diffusif. Cette découverte a fourni les moyens de corréler plus précisément la capacité de suppression des filtres. Des équipements automatisés sont disponibles pour effectuer ces tests d'intégrité de filtres sur place et pour comparer les résultats des tests avec les données de validation fournies par le fabricant. Comme nous l'avons dit au début, la définition de la filtration est simple, mais comme vous le comprendrez à partir de cet aperçu du sujet, la sélection des filtres appropriés, leur validation et leurs tests, ainsi que le développement de procédures d'exploitation appropriées sont complexes. Alors, révisons notre compréhension de la microfiltration. La filtration signifie la séparation de particules d'un liquide ou d'un gaz. Cela peut être pour la collecte de solides en vrac ou la clarification des fluides. La filtration est un processus essentiel dans le contexte des BPF. Il existe 3 méthodes de séparation, qui comprennent la force centrifuge, la filtration à flux croisé ou tangentiel, et la microfiltration à l'aide de cartouches à flux traversant ou à cul-de-sac. La microfiltration concerne l'élimination des particules et des micro-organismes de taille submicronique et plus. Il y a 4 mécanismes de filtration, l'interception directe, l'impact inertiel, l'interception diffusionnelle et le potentiel zeta. La conception ou le fonctionnement du filtre-corps peut provoquer un déchargement, une migration des médias et une canalisation. Les filtres nominaux sont classés en fonction du poids des contaminants résiduels. Les filtres absolus sont classés en analysant la taille des plus grosses particules qui pénètrent le milieu filtrant. Les médias filtrants à membrane sont plissés pour offrir la plus grande surface possible. Idéalement, le milieu de filtration en profondeur a des pores qui diminuent de taille près du centre. Le volume mort est une proportion de pores par rapport au matériau dans un élément de filtre. Les filtres avec de grands volumes vides fonctionnent le mieux. Les supports filtrants hydrophiles émous attirent l'eau et sont utilisés dans la filtration des liquides. Les supports de filtration hydrophobes détestent l'eau et sont utilisés dans la filtration de gaz. Le flux de fluide est le mécanisme qui cause une pression différentielle. La pression différentielle et la chute de pression sont des indicateurs de performance du filtre. Les fabricants de filtres valident leurs produits pour garantir leur performance. Les tests de validation des filtres sont destructeurs. Cela comprend le défi des particules, l'huile dispersée, et les défis bactériens. Le ratio bêta est utilisé pour calculer l'efficacité de l'élimination des particules. La réduction du titre est utilisée pour calculer l'efficacité de l'élimination des micro-organismes. Les tests d'intégrité non destructifs comprennent le test du point de bulle et le test de diffusion de l'air. Le concept de filtration est très simple. Néanmoins, travailler avec des filtres haute performance nécessite une compréhension des principes et de la pratique.